ça l'aide. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Vous avez publié La Fracture aux éditions Les Arènes, une bonne lecture pour les vacances si vous cherchez des livres. Sophie de Menton, autre livre à emporter, La France sans dessus-dessous, plus que jamais d'actualité aux éditions Erol. Vous êtes chef d'entreprise et président du mouvement éthique, et Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Bonjour à vous. Eh bien, écoutez, on va parler politique et encore une fois, Elisabeth Borne confirmée, un gouvernement d'action, mais on doit dire qu'on est quand même un petit peu toujours dans le flou. On va parler de la décision de la Cour des États-Unis, de la Cour suprême des États-Unis d'interdire l'IVG et puis de la réaction en France. Est-ce que François Bayrou a raison? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Est-ce qu'on peut comparer la France aux États-Unis? Et puis toute la question autour de l'énergie, la réouverture des centrales, de la centrale à charbon, avec l'appel d'urgence de 3 patrons pour éviter les pénuries énergétiques. Tous ces sujets avec vous. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Frédéric, on commence avec vous. Ah bah alors vous êtes en train de voir, mais je peux vous rafraîchir. voilà, On peut faire deux choses à la fois, bien que ce soit un homme. Voilà. Exactement. On peut essayer. Alors c'est pas ni un coup de gueule ni un coup de gueule, c'est un constat qui est pas sur un domaine politique, mais qui touche aux préoccupations des Français. Un nouvel épisode de la question des emplois non pourvus dans de nombreux secteurs, la question des colonies de vacances. Puisqu'on a appris, c'était un papier du Monde il y a quelques jours, une pénurie d'animateurs très forte, une menace qui plane sur les colonies de vacances d'été, une difficulté très forte à recruter des professionnels, notamment des animateurs. Alors, plusieurs constats. Un, l'animation ne fait plus rêver. Vous avez gentiment cité mon livre, et c'est vrai qu'on voit que chez les jeunes, les formes d'engagement ont très fortement changé. On est passé du collectif à un engagement plus individuel. Il y a eu 20% de moins de jeunes qui ont eu le BAFA entre 2020 et 2021. Alors, il y a bien sûr un effet Covid très fort. Il y a eu des formations qui ont été annulées. Comment trouver un stage pratique en 2020-2021 dans un contexte Covid? Et puis aussi, parce que le niveau d'exigence des jeunes a peut-être augmenté, ce qui n'est pas si mal. Les contrats sont assez mal rémunérés, sont peu attractifs. Il faut faire 2 ou 3 colos pour pouvoir couvrir les frais du BAFA, c'est environ 700 à 800 euros. Mais il y a quand même un élément intéressant. L'IFOP travaille historiquement pour Jeunesse au plein air, qui est un organisme qui organise des colonies de vacances. Il y avait eu un véritable effondrement ces dernières années des parents qui envoyaient leurs enfants aux colonies de vacances. Il y a toute une série de raisons qu'on peut imaginer. Et là, de nouveau, la demande a très fortement augmenté après 2 ans de Covid, où beaucoup n'ont pas quitté la France, n'ont pas quitté leur lieu de vie. Il y a une rupture très claire avec le cycle Covid, mais plus largement, cette question des emplois non pourvus, et je pense que Sophie va en parler, parce qu'en tant que dirigeante d'entreprise, elle voit ça partout. Ça a tellement infusé l'opinion publique que quand on interroge les Français, on en a parlé ensemble dans nos sondages IFOP fiducial pour Sud Radio, la question du chômage a disparu des préoccupations, alors qu'il y a du chômage bien sûr, ils n'en parlent plus. Et ce qui rend les Français en colère, ce qu'ils trouvent le plus injuste, c'est plus ne pas avoir de travail, c'est avoir un travail qui paye mal. On a une rentrée sociale qui sera chaude avec la question du coût et de la récompense du travail. Oui, je voulais évoquer ce sujet, puisque l'augmentation des salaires est au cœur, évidemment, des discussions. Le mot du jour aurait pu être pénurie. Moi, ce matin, j'ai découvert qu'il y avait pénurie de chauffeurs VTC. Vous allez me dire qu'on peut vivre sans, mais c'est vrai que ceux qui habitent... Oui, non, mais c'est tous les jours. On a vu les chauffeurs de bus, pénurie des chauffeurs de cars, pénurie des chauffeurs ça prend des proportions énormes. Tous les secteurs. Tous les secteurs. Et vous, pour revenir juste sur les colonies de vacances, vos centres de loisirs, vous y êtes confrontés? Sur ma mairie, aujourd'hui, j'ai 5 postes CTM là, sur un service centre technique municipal où normalement j'ai 35 agents. On est en recrutement, on a du mal à recruter. On a depuis 18 mois du mal à recruter des animateurs pour les garderies périscolaires le matin, le soir ou le midi. Alors souvent c'est des temps partiels, ce qui est vrai, mais on est dans un pays où on a 2 millions de chômeurs et où le système économique et le monde du travail aujourd'hui fait qu'il n'y a plus d'adéquation entre les minima sociaux et le gain du travail. On est dans une situation qui est absolument ubuesque.
Oui, non mais Sophie. Oui, alors d'abord j'adhère à ça et je vais en profiter pour faire mon coup de gueule parce que c'est exactement dans ce sens que je vais. Mon coup de gueule, c'est sur les contradictions absolues qu'on nous assène toute la journée concernant notre vie, les contradictions politiques, mais dans tous les domaines. Exemple, croissance. Alors il faut de la croissance pour l'emploi, il faut de la croissance pour rembourser notre dette et il faut absolument de la décroissance pour la planète. Il faut consommer moins, mais il faut consommer plus, de tout en même temps. Il faut ramener les industries en France. Il n'y a pas un endroit où on accepte, et en ce moment, on est en train d'harceler, je dis bien, les patrons d'industrie sur des normes, sur la façon dont ils agissent, etc. Alors qu'ils sont en train, comme des fous, d'essayer de relocaliser. On a une contradiction absolue sur l'énergie. On rouvre une centrale à charbon, on ne voulait pas du nucléaire, mais on va y revenir. Exemple, il faut économiser l'électricité immédiatement. En revanche, on nous promet la voiture électrique qui va consommer 50% de plus d'électricité. D'où on va le sortir, on ne sait pas. Tout ça est lié, ça rejoint... Attends, je finis mes contradictions. Attendez. Non, mais par exemple, aujourd'hui, on nous dit le chèque énergie. Le chèque énergie, c'est une subvention aux pays du Golfe, une subvention à la Russie et une subvention à la pollution. Mais il faut un chèque énergie. Plein emploi. J'y reviens. La dissuasion est totale. Le plein emploi, il existe. On ne recrute plus. On ne peut pas recruter parce qu'il est plus intéressant aujourd'hui de se mettre au chômage, et je mets des guillemets. Et il y a un moment où il faut le dire, je sais que je vais me faire détester à l'antenne, mais il y a un moment où, et bien sûr que c'est injuste pour certains qui méritent leur chômage, c'est trop cher. Je veux dire, le chômage, il faut, comme en Allemagne, immédiatement avoir une décroissance au bout d'un certain temps. C'est la question effectivement qu'on se pose, c'est où sont passés tous ces gens ils ont des aides. On va y revenir. On est obligé de marquer une pause. Il est bientôt 11h sur Sud Radio. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio, avec Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Ah, bon, oui. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Votre dernier livre, La fracture, est paru aux éditions Les Arènes. Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et vous êtes l'auteur de ce livre tout à fait visionnaire, La France sans dessus-dessous, aux éditions Erol. On parle chômage, on parle évidemment augmentation des salaires. C'était avec le coup de cœur, le coup de gueule de Frédéric, ou le constat de Frédéric Dabi, et puis le coup de gueule de Sophie de Menton. On va parler de l'énergie également, réouverture de la centrale à charbon, et puis l'appel d'urgence de 3 grands patrons. Elisabeth Borne au gouvernement, mais pour quel projet, avec quel gouvernement? Et puis l'IVG, on va en dire quelques mots. On continue peut-être avec... Oui, Michel Taube. Je voulais juste réagir à ce que disait Frédéric Dabi en introduction. En fait, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est pas le modèle social français qui est en train un petit peu de vaciller face à des évolutions vraiment profondes que peut-être la crise Covid ont accéléré, mais il y a un tel différentiel entre les offres d'emploi et les demandes, entre les salaires et les aides sociales, entre des évolutions profondes. Effectivement, on s'engage plus sur des activités individuelles que collectives. Est-ce que c'est pas finalement le modèle social français qui est en train de vaciller? Et pour le dire autrement, je me demande, j'ai essayé là pendant 5 minutes de vérifier, mais c'est quand même très très difficile d'avoir l'information, est-ce que le même phénomène se produit dans d'autres pays voisins? À savoir que, est-ce que dans les centres de loisirs en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Belgique, il y a les mêmes problèmes pour prendre l'exemple que vous avez cité, mais on pourrait en citer plein d'autres, où effectivement il y a des besoins sociaux collectifs qui ne sont pas satisfaits par des personnes qui sont prêtes à les assumer. Oui, je sais pas, Frédéric, vous sur disiez ce qui se passe international, j'en sais pas trop rien, j'en sais rien. Vous disiez qu'aux États-Unis, il y avait le même. Aux États-Unis, il y a un vrai problème sur l'accès, sur ce qui a été appelé le phénomène de désertion des salariés, dont beaucoup ne sont pas revenus après le Covid. En France, oui, en France, on l'a eu aussi, peut-être de manière moins forte, mais aux États-Unis, ça prend des proportions absolument terribles. Et c'est vrai qu'il y a ces aspirations individuelles qui sont de plus en plus fortes. Et notre société d'antan était faite de structures collectives. Oui, mais Frédéric, comment ils vivent aux États-Unis? Parce que nous, on a les aides sociales. Comment ils font quand ils désertent?
peut-être il y a des petits boulots, il y a, je sais pas exactement ça intéresse beaucoup nos auditeurs. Non, parce que c'est la vie quotidienne. Oui, un cousin cherche du travail. Il y en a, c'est vrai, pour 24 heures semaine, c'est payé 1100 € brut. Comment payer son loyer et manger? Il vient de refuser 3 offres. Alors zut, j'ai perdu. Il vient de refuser 3 offres cette semaine et il a déjà un job. Je ne parle même pas de se soigner ou de prendre le métro. Se soigner, c'est gratuit, on va le préciser. Oui, et alors un qui va vous intéresser, Johanna nous dit, vous savez que mon assistante de direction est venue me voir pour me demander de partir avec une rupture conventionnelle parce qu'avec toutes les aides, indemnité, invalidité de son mari, logement, ses 4 filles, elle préfère arrêter de travailler. J'ai appelé mon expert comptable pour en discuter il me dit qu'il faut dénoncer cela, mais je ne peux pas retenir un employé. J'ai été très choquée. Mais c'est ce que vous racontiez de votre salarié que vous avez augmenté et qui a demandé à revenir à son salaire. J'ai du mal à vous croire. Une société d'éthique, je peux même vous la citer, elle s'appelle Juste à temps. Et c'était un salarié qui a demandé au patron, qui s'appelle Didier Riahi, parce que c'est tellement vrai qu'on peut contrôler, et qui a dit je vais t'augmenter. Donc il avait hésité pendant quelques temps, et puis il l'a convoqué, il a dit ok, je vous mets à 3 000 €, ce qui pour le boulot était bien payé. Et il est revenu 3-4 jours après en disant c'est pas possible. Voilà ce que je perds. Voilà, je commence à payer des impôts. Alors je ne sais pas dans les circonstances, je commence à payer des impôts. C'est absolument pas possible. Alors en même temps, il était complètement démotivé parce que ne pas être augmenté pour son travail et renoncer à cette augmentation était terrible. Donc, et ça, il faut le signaler parce qu'on a 15 nouvelles aides. Donc il a dit, est-ce que vous pouvez faire ça à base d'aide? Donc on a cette possibilité. Vous avez alors les chèques restaurants qui sont augmentés. Vous avez la possibilité de donner des primes. Et aujourd'hui, les salariés ne veulent plus être augmentés sur leur feuille de salaire, ils veulent des primes. Vous êtes sûr de ça? Oui, sauf pour le jour où ils sont au chômage. Oui. Attends, je finis. Oui. Donc ils ont les chèques cadeaux en entreprise. On est en train de voir comment on peut faire. Vous avez les chèques sport. Vous avez une quantité et vous avez enfin des primes de toutes sortes. La prime télétravail qui est petite, mais quand même il y a une prime télétravail. Donc on est en train de complexifier au lieu de simplifier. Et la réalité et l'écart qu'il y a aussi entre ce qu'il y a dans la poche du salarié et ce que le patron débourse. Bien sûr. Ouais. Vous voulez expliquer comment vous dites que vous avez du mal dans votre mairie, Jean-Philippe Dugoin-Clément. C'est quoi? C'est que c'est pas assez payé? Non, mais j'ai du mal dans ma mairie, comme tous les employeurs de France et de Navarre ont aujourd'hui du mal. On a un problème d'inadéquation totale qui s'est fait petit à petit parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions entre des minima sociaux, des parachutes et des niveaux salariaux où aujourd'hui, pour beaucoup de cas de figure, que ce soit des emplois qualifiés, non qualifiés, très qualifiés, on le retrouve sur tous les niveaux de revenus, on a des difficultés à fidéliser des salariés, à recruter tout simplement. Et l'un des sujets majeurs, et dire ce qui est absolument fou, ça n'a pas été un sujet de la présidentielle, ça n'a pas été un sujet des législatives, c'est comment est-ce qu'on recrée une valeur travail dans ce pays, elle a disparu. On est depuis maintenant plus de 20 ans dans la société des 35 heures, c'était 97, le gouvernement Jospin, on en est à 25 ans, c'est une génération. On a tué la valeur travail dans ce pays et on a aujourd'hui dans beaucoup de cas de figure, très objectivement, pas forcément intérêt à bosser ou à bosser de manière régulière. Moi, je regrette. Après dire augmenter les salaires de manière simple, c'est pas forcément toujours possible. Non. Moi, augmenter les salaires dans ma mairie, c'est des fermetures de services publics, c'est facturer plus cher la cantine, les crèches, les garderies, et c'est des gens qui n'y auront plus accès. Donc, on a véritablement un problème structurel dans ce pays. Depuis des années, on ne remet pas à plat les choses. En fait, on fait des évolutions, on essaye de créer un étage de plus, sachant que la base de l'édifice est faussée. Moi, je pense qu'il faut tout remettre à plat. Oui, mais vous avez dit quelque chose tout à l'heure, et à nos auditeurs aussi, a dit, et c'est vrai, vous avez dit, moi j'ai besoin d'un type, quelquefois, 3 après-midi par semaine. J'ai un autre job où c'est 1100 € parce que c'est partiel. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'emplois dont on a besoin de ce type. Et là, je me mets dans la peau du salarié. Comment on fait? Donc le rapport entre ce qu'on touche et ce qu'on propose, c'est très compliqué. Donc là où ça devient intéressant, malheureusement, ce que vous proposez, c'est que on est au chômage et on le prend en plus.
Alors vous ne pouvez pas parce que vous êtes une association, mais il y a quand même énormément de boulot. De trouver et puis on peut se mettre en auto-entrepreneur. Et là, c'est légal. Un auto-entrepreneur, il peut être au chômage aussi. Donc, mais c'est ce que font beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne veulent plus salariés. Ça existe dans la presse où on demande aux gens de faire une société, de monter une société, et ils n'ont plus de salariés. Oui, on voit que tout ça se complexifie et ce que le modèle d'avant, le CDI, a complètement vécu, même si ça reste le modèle préféré des salariés, mais pas des jeunes. Les jeunes sont extrêmement souples, ils n'ont pas l'obsession du CDI parce que... Ils n'ont pas l'obsession du travail non plus. Hein. Il y a je vous laisse la journalité, il y a, de ce que vous dites, il y a la fidélité à l'entreprise qui peut être réelle, mais qui est souvent transitoire et mouvante. Non, là où je vais réagir sur ce qu'a dit Sophie, parce que je ne le vois ni dans mes enquêtes, ni dans ce que je vois en tant que petit patron d'une unité qui s'appelle le département opinion et stratégie de l'IFOP, c'est l'alternative prime augmentation. Clairement, les salariés, les cadres, c'est les données IFOP, préfèrent une augmentation à une prime. N'oublions pas qu'un des rares moments... Parce qu'ils sont bien payés, les cadres. Quand même, mieux payés. Un des rares moments où Marine Le Pen a pris le dessus sur Emmanuel Macron lors du débat d'entre-deux tours, c'est au tout début, sur le pouvoir d'achat, où Emmanuel Macron met en avant la prime Macron, et Marine Le Pen dit, ce que me disent les salariés, c'est que quand on va chez un banquier pour n'importe quel prêt, une prime ne vaut rien. Ce qui compte, c'est l'augmentation. Et je pense que nous toutes et tous l'avons vécu. C'est un des rares moments où elle est apparue plus connectée au terrain que le président. C'est juste. Oui, non, mais c'est juste. Mais c'est vrai que c'est difficile pour aussi de nombreux Français qui ont des emplois lourds, difficiles et qui ne s'en sortent pas du tout. On va parler d'énergie puisque votre coup de gueule, Jean-Philippe Dugouin-Clément, concerne l'énergie, puis après Michel Taube aussi. Ça rejoint ce que disait Sophie tout à l'heure. Oui, ça rejoint totalement ce que disait Sophie de Menton sur les paradoxes ou parfois la schizophrénie de ce pays. En l'espèce, c'est l'absence de politique énergétique depuis au moins une dizaine d'années. De ce point de vue-là, il y a une vraie continuité sur les deux derniers quinquennats, celui de François Hollande et celui d'Emmanuel Macron, qui nous amène aujourd'hui, dans un climat de tension mondiale sur l'énergie, à réouvrir une centrale à charbon qui a été fermée le 31 mars dernier à Saint-Avold. Pour mémoire, il reste 2 centrales à charbon en France, une en Loire-Atlantique et celle de Saint-Avold. On a mis un plan social pour les salariés, on leur explique qu'il faut reprendre pour 6 mois ou 1 an aujourd'hui, et sachant qu'une centrale à charbon, en termes de production de l'énergie, même si on est à moins de 1% de l'énergie, de l'électricité française produite depuis des centrales à charbon, c'est ce qu'il y a de plus polluant. 48 000 morts par an dans ce pays du fait de la pollution de l'air, et c'est ce qui est le pire en termes de production de gaz à effet de serre, c'est-à-dire de réchauffement climatique. Et pourquoi est-ce qu'on en est là? Parce que depuis 10 ans, on avance comme un canard sans tête. Les politiques énergétiques, c'est à proprement parler les politiques de long terme. C'est celles qui nécessitent des plans, c'est celles qui se conçoivent sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et depuis au moins 10 ans, on n'a aucune politique énergétique durable dans ce pays. Je rappelle que François Hollande avait décidé la fermeture de la centrale de Fessenheim, qu'Emmanuel Macron a démarré son quinquennat avec Nicolas Hulot en fermant Fessenheim et en partant sur un trend qui visait à baisser la part du nucléaire dans l'énergie française à 50%, que ce même quinquennat d'Emmanuel Macron a été fini avec la promesse d'ouverture de 6 nouveaux EPR, voire 12, et on voit bien qu'on a aucune politique structurelle énergétique. On n'a pas misé sur les ENR, on n'a pas stabilisé et agrandi le parc nucléaire. Le nucléaire qui a créé l'indépendance énergétique française, qui a permis d'avoir une énergie à relativement bas coût, eh bien c'est quelque chose dont même on perd notre savoir-faire aujourd'hui. Les ENR, on prend énormément de retard parce qu'on n'a pas de portage politique par rapport au syndrome NIMBY. Quand on parle de la méthanisation, de l'éolien, y compris du solaire dans certains lieux, il n'y a aucun courage, aucun portage politique pour défendre les projets, tant au niveau national qu'au niveau local. Et la réalité de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on le paye, on réouvre des centrales à charbon. La deuxième qu'à Loire-Atlantique, on la prolonge d'au moins 2 ou 3 ans. Et ce faisant, on contribue au réchauffement climatique. Et tous les gens qui nous abreuvent à longueur de journée de bons sentiments, comme quoi il faut lutter contre le réchauffement, il faut défendre la planète, il ferait mieux depuis 10 ans de se prendre en main et d'avoir un discours un peu courageux sur ces sujets. Si on redémarre le nucléaire, si on va à fond dans le nucléaire, il y en a pour combien de temps pour que ce soit efficace? Mais ça mettra 15 à 20 ans.
Ben voilà. On est sur des politiques de long terme. Et là, on pratique la godille. C'est-à-dire que tous les 2 ans, 10 ans pour que ça marche. 10 à 15 ans. Enfin, le dernier repère, ça a 10 ans de retard. Ça fait des années qu'on est en retard là-dessus. On est sur des politiques qui se gèrent sur des décennies. La réalité, c'est que les dernières centrales, elles datent de la fin des années 70, début 80. On est sur un parc qui est à bout de course. Et le sujet qui se pose aujourd'hui, mais qui aurait dû se poser déjà depuis 10 ans, on a un président de la République qui ose à faire depuis 10 ans, comme numéro 2 de l'Élysée, puis comme ministre du Budget, puis comme président de la République. C'est depuis 10 ans, qu'est-ce qu'on fait pour garder une indépendance énergétique de notre pays? Toutes les grandes guerres, toutes les grandes puissances se sont construites ou ont pu se promouvoir à l'étranger sur leur capacité énergétique. Historiquement, l'énergie, avec la maîtrise de la technologie, a fait la différence entre les pays dominants et les pays dominés. On a été un pays dominant parce qu'on maîtrisait les technologies et parce qu'on maîtrisait notre énergie. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. Michel Taube. En fait, moi, c'est peut-être une manière de rebondir sur mon coup de gueule, parce que ça rejoint ce que dit Jean-Philippe Dugouin-Clément. Ce qui est incroyable, Monsieur Dugouin-Clément, c'est que vous nous dites les politiques énergétiques, c'est du long terme, et ceux qui aujourd'hui sont en train de démentir cette perspective de long terme, ce sont les grands énergéticiens, la patronne d'Engie, le patron d'EDF, le patron de Total Énergie, qui nous disent non, il y a urgence, il va falloir réagir tout de suite, prendre des mesures absolument. Alors on va y revenir. On va y revenir dans un instant. Pardon, Michel, je vous ai lancé alors qu'on était déjà en débord. On revient tout de suite avec vous sur Sud Radio. Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Pardon, Michel Taube, je vous ai interrompu. Donc, vous revenez sur cette tribune qui était hier dans le journal du dimanche. Catherine MacGregor, Jean-Bernard Lévy et Patrick Pouyanné, dirigeants de Total Énergie, EDF et Engie, qui ont signé cette tribune. Ils sont inquiets. Ils ont donc appelé les Français à réduire leur consommation d'énergie puisqu'ils annoncent des pénuries évidemment à cause du gaz russe. C'est une tribune qui a été assez mal reçue chez les Français, du genre vous n'allez pas nous faire la leçon. C'est un petit peu ce que disait Hugo Clément tout à l'heure, qui est un grand défenseur de l'écologie, en disant c'est un petit peu on donne des leçons, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Quand on voit que ces patrons se déplacent souvent en jet et autres, c'est anecdotique, je vous le concède, mais est-ce que c'était le bon moment? Les jets, non plus tout le monde part en vacances. Je voulais compléter mon coup de gueule en disant, bien entendu, sur le fond, ils ont tout à fait raison dans ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'on rentre dans une économie de pénurie, qu'on rentre dans une économie, il va falloir faire effectivement attention à toutes nos dépenses énergétiques. Ça nous rappelle, mais en beaucoup plus grave, les années 70. Oui. On avait inventé cette formule en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc là, il va falloir en avoir énormément des idées. On n'a pas de nucléaire, mais on a des idées maintenant. Voilà, pour faire des économies. Non, moi, je regrette 2 choses. Je regrette d'abord que tous les énergéticiens n'aient pas signé cet appel, parce que pourquoi seulement Total, EDF et Engie? Il y a aussi tous les acteurs des énergies renouvelables qui auraient pu participer à cet appel à un effort commun, mais surtout, lorsqu'on titre le prix de l'énergie menace notre cohésion. Ça, c'est pas un discours de chef d'entreprise, c'est un discours de politique. Et je pense qu'on est dans une phase de surplace politique avec les élections et cette assemblée impossible, mais c'est à nos politiques d'alerter l'opinion publique et de nous en appeler à effectivement des mesures d'économie d'énergie et à des solutions alternatives. Donc je ne comprends pas. J'ai l'impression que nos chefs d'entreprise prennent la place de nos politiques, là où véritablement nos politiques auraient dû alerter toute l'opinion publique. Tout le monde va partir, ou pas tout le monde malheureusement, en vacances, mais grosso modo, ce que nous disent nos énergéticiens, c'est que si on ne se met pas tout de suite à prendre des mesures d'économie d'énergie au niveau des ménages, au niveau des entreprises, au niveau des collectivités. Elisabeth Borne a annoncé, paraît-il, ça a vraiment été extrêmement discret, que les administrations devraient faire 10% d'économie d'énergie d'ici la fin de l'année. Mais grosso modo, si on ne fait pas des efforts tout de suite, on va avoir des coupures d'électricité à la fin de l'année. Grosso modo, c'est ce que nous annoncent les énergéticiens. Donc que font Macron, Elisabeth Borne, les forces d'opposition, l'ANUP, le Rassemblement national, pour tous ensemble s'adresser aux Français et dire
il y a danger, on est véritablement... Est-ce que c'est le rôle de ces patrons de le dire, encore une fois Non, c'est aux politiques de le dire. Un auditeur me dit, ils nous vendent de l'énergie, ils veulent que l'on réduise nos dépenses énergétiques, c'est gonflé. Et il nous dit, si on mettait plutôt en cause les sanctions contre la Russie, ça c'est encore autre chose. Enfin, sinon, ça en découle directement. Mais c'est vrai que... Alors c'est très compliqué, mais il y a des choses... D'abord, moi j'aurais voulu restons basique et bon sens. On a tous entendu, il faut faire des économies d'énergie aujourd'hui. Je me suis posé la question, je dis, je fais comment ? Bon, je roule à vélo, il n'y a pas de chauffage en ce moment. D'accord, j'ai éteint l'entrée hier. Oui. Non, mais comment on fait, c'est important. Et ensuite de ça, il y a quelque chose que je voudrais dire à tout le monde, parce que c'est quelque chose que je vérifie en ce moment. Dans les entreprises, nous avons une responsabilité énorme sur la clim et le chauffage. Oui. Je l'ai dit et redit, quand je vois des femmes qui sont en petit chemisier dans des bureaux à 26 degrés l'hiver, alors qu'il fait 0 dehors. Et quand je vois en ce moment qu'elles mettent 2 pullovers parce que la clim est glacée, c'est pas supportable. Non, mais c'est ça, c'est que plutôt que de s'adresser aux Français, il y avait peut-être, j'entendais à la radio quelqu'un qui disait, mais moi dans mon j'habite à côté d'immeubles de bureaux, tout est allumé. Mais absolument. Tout est allumé. Absolument. Donc est-ce qu'on peut pas commencer par là ? La ville de Paris le soir. Alors je sais que Paris c'est important, etc. Mais enfin, regardez ça dans le détail. N'importe quel patron serait capable de prendre ça. Anne Hidalgo devrait le faire en disant qu'est-ce qu'on éteint, qu'est-ce qu'on n'éteint pas. Est-ce que les commerçants et les vitrines doivent être allumées toute la nuit ? Certains maintenant éteignent à minuit, mais le bon sens est absent de toutes ces réflexions. On en fait des combats idéologiques, tout le monde s'engueule sur le sujet, et je crois que ça concerne individuellement chacun d'entre nous, chaque chef d'entreprise, chaque commerçant. Oui, Frédéric Dabi. J'entends cette responsabilité individuelle. C'est vrai que l'opinion publique peut être un petit peu perdue. Elle est parfois sur une logique que j'appelle messieurs les Anglais tirés les premiers. On nous dit mais attendez, c'est d'abord à la Russie, à la Chine, aux États-Unis. La France est quand même le bon élève. Mais ça n'empêche pas que sous la houlette de la jeune génération, le discours c'est foutu, ça ne sert à rien de faire ces efforts est très minoritaire dans le pays. Oui. Alors c'est vrai que sur l'éclairage, sur les économies d'énergie, oui, l'échelle individuelle est réelle, mais il faut aussi un volontarisme général. Et ce que vous avez décrit est frappé au coin du bon sens et ne peut rendre l'opinion publique que très... éberluée face à ces changements de pied, face à cette godille, alors que on est sur du long terme. C'est vraiment cet exemple, c'est le décalage entre l'action à court terme d'urgence et des politiques qui doivent se faire sur long terme. Il faut combiner les deux, effectivement. Parce que sinon, on aura froid cet hiver. Mais j'ai l'exemple d'un ami qui habite à la campagne, en région, comme on dit, et qui se brosse les dents et qui regarde qui éteint son robinet pour économiser l'eau, qui tourne la tête et qui voit un champ aspergé d'eau avec des jets énormes. C'est ça, c'est le fameux monsieur les Anglais tirer les premiers. Oui, c'est ça. Oui, Michel ? Il faut se laver les dents et arroser son champ. Il y a plein de paradoxes, mais surtout, je considère vraiment que c'est aux politiques de mobiliser les troupes et d'orchestrer, de coordonner. On ne peut pas tout demander aux politiques, Michel. On n'arrête pas de leur demander. Du coup, ils nous donnent des chèques, ils nous imposent ils prennent les mauvaises décisions. Je comprends très bien ce que vous voulez dire, que, en tout cas, sur un sujet aussi important, il doit y avoir une politique claire et stable. Ce que vous disiez, Jean-Philippe Dubois-Clément. Non, le problème du politique, c'est qu'on ne peut pas tout attendre du politique pour faire à sa place. Le politique, en victime expiatoire de ce qui ne va pas, et c'est assez facile, parce qu'en fait, on se décharge individuellement de nos responsabilités. Le politique, quand vous êtes maire, conseiller départemental, député, vous êtes un citoyen comme un autre, ni plus ni moins, et vous n'avez pas forcément beaucoup plus de pouvoir, enfin en tout cas, pas autant qu'on vous en prête. La réalité du politique, et là où il y a une carence et une faute, et je rejoins Michel Taube, c'est sur le fait de ne pas porter de discours, c'est sur le fait de ne pas porter de courage politique sur un certain nombre de sujets, c'est de ne pas avoir ce travail d'explication, c'est de ne pas avoir ce travail de vision. Typiquement, quand on parle de questions d'énergie, on est sur des choses où on doit porter des discours. Moi, j'ai eu... on est sur l'idéologie, malheureusement. Mais
Pas que, parce qu'on est très souvent dans ce pays sur ce qu'on appelle le syndrome NIMBY, not in my backyard, pas dans mon jardin, où on veut bien des choses, mais on ne les veut pas à côté de chez soi. Ouais. On veut faire des économies d'énergie, mais on ne veut pas avoir de coupure d'éclairage la nuit, dans son village ou dans sa commune. On veut bien l'avoir chez les autres, mais pas chez soi. On veut faire des économies d'énergie, mais expliquer que on chauffe un peu moins dans les écoles ou dans les gymnases, c'est quelque chose qui est difficilement supportable. On ne veut plus de phyto, on veut préserver la planète, mais on veut pas d'herbe dans les rues, alors que quand on met plus de phyto, mécaniquement, il y a des herbes. Et typiquement, l'une des carences du politique, c'est d'une part sur ceux qui sont en responsabilité, c'est de ne pas expliquer, et ceux qui sont dans l'opposition, c'est d'aller crier à haut sur ces mesures protectrices de l'environnemental, en essayant d'expliquer aux gens que c'est mal géré et que c'est mal fait. Absolument. Petite pause sur Sud Radio, et on va revenir sur le gouvernement d'Elisabeth Borne. Est-ce qu'on est dirigé en ce moment? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent au gouvernement? C'est la question que posent beaucoup de Français dans le GDD notamment hier. En Belgique, ils n'ont pas été gouvernés pendant un an et demi, c'était très bien. Donc on peut se poser la question. On parle de boulot. À tout de suite. Emmanuel Borne a confirmé sa confiance. Emmanuel Borne, c'est bien comme lapsus. Emmanuel Macron a confirmé sa confiance à Elisabeth Borne ce week-end. En plus, c'est pas mal. On n'a pas réagi quand vous avez dit ça. Tout le monde, soit vous dormez ou vous trouvez que c'est bien. Donc il l'a chargé de consulter les groupes parlementaires pour constituer un gouvernement d'action. Je mets des guillemets. J'en peux plus de ces mots, gouvernement d'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment que le gouvernement est en action, on l'espère. Les rendez-vous donc d'Elisabeth Borne avec les chefs de file des oppositions vont commencer demain, et elle rencontre la majorité aujourd'hui. Donc on se demande, c'est la question que je posais, est-ce qu'on est gouverné en ce moment? Est-ce qu'il se passe des choses? Il y a des gens qui sont toujours là, je pense à la ministre de la Santé alors qu'elle doit partir. Je pense que c'est pas les ministres très grave. Il y aura bientôt un remaniement avec notamment le départ des 3 ministres battus aux élections. Que des femmes. Que des femmes aux élections. Ouais. Les circonscriptions n'étaient pas faciles. Elles sont souvent plus difficiles pour les femmes. Je l'ai vraiment bien remarqué, quel que soit le parti politique. D'ailleurs, mais c'est vrai que les Français le ressentent. Vous avez peut-être vu hier le baromètre IFOP, le JDD, où Elisabeth Borne perd 8 points de satisfaction. C'est la chute la plus forte pour un Premier ministre précocement depuis Alain Juppé en 1995, et ça s'était mal passé pour lui tout au long de son passage à Matignon. C'est parce que je pense que les Français sont sur une logique d'impatience et ont l'impression que le pays, je dirais pas qu'il n'est pas gouverné, je dirais qu'il n'y a pas d'action visible et tangible. Et ce qui est très intéressant par rapport au quinquennat précédent, où Emmanuel Macron était toujours crédité d'un volontarisme, d'une action, la logique, la critique en termes d'inaction si forte sous François Hollande ne lui a jamais été adressée. Maintenant, cette critique structure le discours des Français. D'un côté, et c'était notre balise fiduciale pour Sud Radio, les Français apprécient le fait que la majorité soit relative parce que ça peut favoriser le dialogue. De l'autre, on veut de l'action, on veut des résultats face à l'urgence pour d'achat, l'urgence climatique, on en parlait, et l'urgence sur la question sécuritaire. Dans le verbatim des Français, le Stade de France ressort massivement. Alors, ça fait partie des sujets. Oui, des sujets qui ont vraiment surpris et choqué. Quand même quelque chose d'important, c'est qu'il n'y a pas de ministre à la tête des administrations. Soyons clairs. Nous avons des ministres qui essaient d'impulser, où certains sont très forts et y arrivent mieux. Il n'y a pas de ministre, ce sont les administrations qui gouvernent. Je vais vous dire qu'il n'y ait pas de ministre de la Santé ou pas de ministre de je sais pas quoi, ça n'a aucune importance. Actuellement, ça continue à bouger. En revanche, dans les cabinets... c'est très peu entendable. J'entends ce que vous dites, Sophie. Mais je le regrette infiniment. Et d'ailleurs, quand on va au sein d'un cabinet, il vous renvoie très facilement à l'administration quand il y a un problème. Alors, en plus de ça, les cabinets sont immobiles parce que les conseillers sont pas vraiment nommés dans la mesure où les ministres vont partir ou revenir et qu'on annonce un remaniement. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine paralysie. D'un autre côté, très honnêtement, on va rassurer les Français, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Et on a quand même l'impression, enfin, que le président de la République, en fait, dans son discours, il a un peu dit, bon, bah écoutez, on va se débrouiller avec ce qu'il y a. Et qu'il laisse l'Assemblée... C'est un peu débrouillez-vous et moi je vais m'occuper d'international.
je me demande s'il n'y a pas quand même un contre-coup, une lassitude de la part du chef de l'État, et qu'il va regarder comment fonctionne cette assemblée toute seule. Oui, enfin, il a quand même un problème avec le gouvernement. Il est obligé de donner des gages. Oui, mais il ne sait pas comment composer ce gouvernement. Je vous trouve presque complaisante avec l'exécutif. Honnêtement, de ne pas avoir de ministre qui bosse, parce que pour la moitié d'entre eux, ils font leurs valises, et pour les autres, ils attendent de savoir à quoi ils vont être digérés. Franchement, Emmanuel Macron, je pense qu'effectivement, une des raisons, alors Frédéric Dabi le sait peut-être mieux que moi en termes d'analyse non pas des cœurs, mais des opinions de nos concitoyens, mais on peut se demander si les Français n'ont pas fait payer à Emmanuel Macron son inaction depuis 2 mois dans les urnes lors des premiers et deuxième tours de l'élection législative. Non, ce n'est pas normal. On a le sentiment que le gouvernement que l'État n'est pas gouverné. Franchement, la semaine dernière, Emmanuel Macron reçoit les chefs de parti qui ont des groupes ou qui vont avoir des groupes à l'Assemblée nationale. Il demande à Elisabeth Borne de faire exactement la même chose cette semaine. On a l'impression qu'on fait du surplace, ou alors il gagne du temps parce qu'il a une semaine diplomatique extrêmement chargée. La réalité, c'est qu'on fait du surplace. Oui. Aussi. Déjà, ça montre une chose, c'est que les Français qui adoraient la cohabitation et qui en ont été privés institutionnellement avec le quinquennat sont revenus à quelque chose qu'ils aiment, c'est une sorte d'équilibrage des pouvoirs pour sortir de ces présidences monarchiques qu'on a connues avec Sarkozy et qu'on surconnaît aujourd'hui avec Macron. Alors, il y a eu l'intérim Hollande, mais la réalité, c'est qu'on est au bout du bout d'un système hyper monarchique. La deuxième chose, c'est qu'on a, à mon sens, aujourd'hui un président de la République qui est perdu, qui a eu un exercice extrêmement fort, solitaire et autoritaire et vertical du pouvoir. Je rappelle qu'il y a 5 ans, c'était une logique de dire on gouverne différemment, on a une horizontalité du pouvoir, alors qu'on n'a jamais eu une telle verticalité. Encore pendant l'entre-deux tours, l'Élysée était convaincu d'avoir 310 à 320 députés hors débauchage, parce qu'il prévoyait des débauchages là-dessus. Il se retrouve à avoir 250 députés, et sur les 250, c'est pratiquement une centaine de modems, de philippistes et d'agir. C'est-à-dire à peine 150 députés REM. Ils ont divisé par 2. Et aujourd'hui, vous avez un boxeur qui est sonné, qui est groggy, qui ne sait plus comment réagir. Parce que la réalité d'Emmanuel Macron, il n'a jamais fonctionné avec le Parlement. Il n'a jamais fonctionné avec un Premier ministre. Son Premier ministre, pour reprendre un mot de Sarkozy, c'était son collaborateur. Et y compris quand c'est lui-même qui reçoit les responsables de partis politiques et de groupes, au lieu d'envoyer son Premier ministre, c'est lui qui fait le job. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un pouvoir... Quand même. Enfin, il a surtout réussi à créer les Gilets jaunes, ce qui est relevé d'une certaine forme de performance dans l'année qui suit une présidentielle. Mais il s'est un petit peu autonomisé sur la fin. Mais enfin, à la limite, Castex a au moins autant fait le boulot que lui. Mais sur le fond, je pense qu'aujourd'hui, le président de la République ne sait pas comment reprendre la main, parce qu'au fond, il n'a jamais délégué à ses ministres et il n'a jamais travaillé avec le Parlement. Et aujourd'hui, il doit arriver à confier du pouvoir à des ministres, à se départir un petit peu et à concevoir qu'il y a des corps intermédiaires, dont le Parlement, qui existent et avec qui il faut travailler. Oui, mais est-ce qu'Elisabeth Borne pourrait être justement non pas une collaboratrice, je pense qu'elle aura beaucoup de mal. Beaucoup plus. Je pense qu'elle aura beaucoup de mal. À s'affirmer beaucoup plus, ne serait-ce que sur l'affaire Abad où elle a dit qu'elle voulait qu'il s'en aille. Vous savez, elle a mal démarré. Elle a mal démarré dans l'esprit des Français parce qu'elle a été mal nommée, que son gouvernement a été mal perçu. Et quand vous démarrez mal quelque chose, le début est la moitié du tout. C'est très dur de revenir dessus. Non, alors, je serais un petit peu moins sévère. Elle a quand même une image personnelle qui commence à s'affirmer. On le verra dans le baromètre Paris Match de demain. Il y a l'idée d'une femme, un parcours exceptionnel, méritocratique. C'est vrai qu'elle essaie de changer de statut. Elle a été élue pour la première fois. Elle doit trouver des marges d'autonomie. Alors, pardon, je vais être un peu direct, mais oui, les ministres qui travaillent avec le président qui travaille avec le Parlement, c'est pas dans le cœur du spectre des Français. Il y a moins une logique de casting qu'une logique de résultat. Et c'est vrai, et c'est triste à dire, la scène parlementaire est peu visible en dehors des questions au gouvernement. Maintenant, c'est vrai qu'on entre peut-être dans une nouvelle période. On se souvient de la période 88-91 où le Parlement a été plus visible parce qu'il manquait 14 sièges de députés à Michel Rocard pour faire une majorité absolue. Mais
quand même, le danger majeur pour moi, c'est ce décalage entre l'urgence pour les Français, notamment sur la question du pouvoir d'achat, l'inflation qui revient dans le discours des Français. Alors, il y a un plan qui est en train d'être annoncé. Qu'est-ce qu'une loi sur le pouvoir d'achat? On délire. Non mais ils ont toute une série de choses qui ont été annoncées, la revalorisation de l'AH, sur l'intéressement, etc. Mais c'est vrai que la logique de résultat va l'emporter tout, et n'oublions pas la malédiction du second mandat qu'a connu François Mitterrand après Rocard et Jacques Chirac, où il y a une logique d'inaction qui structure tout, et là, ça peut être dévastateur pour l'exécutif. Ouais. Michel, d'autant plus, pardonnez-moi, que c'est son dernier mandat. C'est la première fois où on connaît la date d'enterrement d'un président nouvellement élu. Oui, Michel Taube. Sur Elisabeth Borne, moi je pense qu'elle n'est pas assez politique pour tenir tête au chaudron ardent que va constituer l'Assemblée nationale à partir du 5 juillet, mais en même temps, peut-être que elle pourrait faire contrepoint en termes d'image et de perception des Français face à certains voraces adversaires, que ce soit au Rassemblement national ou à la NUPS, avec son calme, on va dire, olympien. Et peut-être qu'en termes de communication, ça peut la servir. Et puis, il y a un deuxième aspect, et c'est somme toute le plus important. Il manque 48 députés à la majorité, la majorité minoritaire d'ensemble pour avoir une majorité absolue. Et il y a, en face de ce manque de 48 députés, il y a 51 députés qui n'appartiennent ni à la NUPS, ni à Ensemble, ni au RN, ni au ALR. Il y a 51 électrons libres. Peut-être que Elisabeth Borne, qui est réputée pour être une très bonne négociatrice, une femme de dossier, une femme qui aime bien les négociations, peut-être arrivera-t-elle, aura-t-elle les qualités pour essayer d'arracher des majorités d'appoint sur justement les discours extrêmement... Michel, on l'a eu comme ministre du Travail. Ça peut peut-être aider, mais ça va être très très difficile. Non, Michel, on l'a eu comme ministre du Travail, donc il y a eu Geoffroy Roux de Bézieux, il y a eu le patron de la CPME, etc. pour les négociations. Même les syndicats, je veux dire, ce n'est pas une négociatrice. Là, c'est une femme certainement qui a des qualités, qui peut y arriver autrement, je ne sais pas comment, mais il faudrait là, un peu à tribun, quelqu'un qui a envie de dire, écoutez, il y a l'intérêt général. Et là, tout ce que font les forces politiques, tout ce que font les forces politiques à l'Assemblée, c'est de dire ah ben non, on n'est pas des béquilles, hein, on n'ira pas aider le gouvernement. Je trouve ça lamentable de la part de la droite, lamentable. Ah non, hein, on n'est pas là pour ça. Ils se foutent complètement de l'intérêt général, ils veulent se venger et ils veulent exister. C'est navrant. Moi, je leur demande officiellement de changer d'attitude. Ils vont vous écouter, Sophie, Premier ministre. Bon, on ne sait pas. Le gouvernement, Frédéric Dabi, devrait être annoncé d'ici la fin de la semaine, le nouveau gouvernement? Je n'en sais absolument rien. Vous ne savez pas? Non, il n'y a pas de... rappelez-vous, il y a un mois, avec la nomination du gouvernement Barque qui a mis 3 semaines. C'est vrai que Emmanuel Macron prend son temps, c'est le cas depuis le début du quinquennat, mais je le répète, les Français ne sont pas sur une logique de casting, sur une logique de résultat. Il y a 2 niveaux. D'un côté, et on peut prendre l'exemple de 1988, François Mitterrand avait nommé des personnalités de droite et du centre, Jean-Marie Roche, le maire de Metz, Lionel Stoléru, etc. Mais ça n'avait rapporté aucun basculement en termes d'efficacité sur le nombre de députés qui soutiendraient le gouvernement Rocard. Il a fallu les chercher, les 14 qui manquaient, un par un. Maintenant, c'est peut-être pas 45, c'est peut-être moins avec ce groupe qui va se créer, ce groupe ultramarin et de centre-gauche qui est en train de mobiliser Olivier Falarni. Mais c'est vrai que... Frédéric, ce groupe ultramarin dont on parle beaucoup, il est composé notamment d'élus qui viennent plutôt de la mouvance NUPS dans pas mal de territoires. Mais il y a d'autres ultramarins, je ne parle pas des ultramarins qui sont avec le PC, je parle d'autres ultramarins. En tout cas, mais bon, ça va quand même être une bataille de convaincre de voter avec la majorité. Est-ce que vous ne pensez pas, Frédéric, que... Moi, je constate une chose. Il y a 2 groupes majoritaires, si je puis dire, à l'Assemblée, ou très majoritaires. Il y en a un qui veut la révolution et voter pour rien. Il y en a un qui rêve de respectabilité. C'est le Rassemblement national, avec Marine Le Pen, qui a fait ce qu'il fallait. On en a beau dire, on n'aime pas ce qu'elle défend, on n'est pas d'accord économiquement, etc. Elle a fait ce qu'il fallait. Et ils ont envie de bosser, et ils ont envie d'avoir la commission finance pour que ce soit pas à des révolutionnaires. Et puis nous avons une 3e force, qui lui veut surtout pas servir de béquille, se recroqueville, n'a pas de patron et n'existe pas, c'est l'ancienne droite. Mais vous savez, la majorité de Macron n'est pas prête non plus à accepter n'importe quelle alliance. On est sur quelque chose de totalement
totalement hétérogène. Entre les REM qui viennent de la gauche, ceux qui viennent de la droite, beaucoup, quand on prend Castaner, Ferrand et d'autres, ils ont payé. Mais il en reste, quand on prend ceux qui viennent du MoDem, ceux qui viennent de la droite, il y a quelque chose d'extrêmement hétérogène. Et moi, je ne suis pas convaincu que des ouvertures larges soient acceptées par les 250 qui constituent la majorité, qui veulent être servis, qui bossent depuis 5 ans et qui n'accepteront pas d'être des dindons de la farce. Moi, je trouve que le groupe est plus homogène qu'en 2017, mais c'est vrai que en dehors de majorité, alors pas d'action, mais sur tel ou tel texte, oui, je ne crois pas à un accord de gouvernement, parce qu'il y a une fin de non-recevoir, notamment à droite, mais il y a aussi cette singularité, cet ADN du groupe Ensemble. Allez, on continue dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Je voudrais qu'on parle quand même de ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'interdiction de l'IVG qui a évidemment occupé beaucoup l'actualité de ce week-end. Pardon ? Valérie, ce n'est pas vraiment, plus précisément, ce n'est pas une interdiction. C'est la Cour suprême qui dit l'interdiction de l'IVG ne relève plus du niveau fédéral et de l'ensemble du pays. Et rien dans la Constitution américaine n'autorise ou n'interdit l'IVG. Donc, la Cour suprême dit c'est à chaque État de décider librement. Et le soir même, plusieurs États américains au final, c'est l'interdiction. Interdit l'avortement, mais ce n'est pas une interdiction au niveau fédéral de l'avortement. Non, pas au niveau fédéral, sauf que ça ouvre le champ aux différents États, une majorité d'États de punir, de sanctionner l'avortement. Alors la question n'est pas tant sur les États-Unis que sur la proposition qui a été faite par Aurore Berger ce week-end, qui souhaite inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française. Est-ce que la France est comparable aux États-Unis? Est-ce que c'est une proposition qui a du sens? Peut-être qu'on peut écouter François Bayrou et ce qu'il en disait ce week-end. Est-ce que c'est utile au pays, en ce moment, d'aller organiser un référendum sur cette question? La règle, sans exception, quand on passe par ce mécanisme, il faut que l'Assemblée et le Sénat votent dans les mêmes termes, et après, le référendum est obligatoire. Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, dans l'état où le pays se trouve, avec toutes les questions que nous avons devant nous, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est utile de faire ça, alors même que, à ma connaissance, aucun courant politique ne remet en cause la loi Veil et ce qu'elle est devenue par les évolutions différentes? Voilà, donc ça c'est ce que dit François Bayrou, et effectivement un certain nombre d'États, vous avez raison de le préciser Michel Taube, ont annoncé dès la décision de la Cour suprême d'annoncer l'illégalité de l'IVG. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Oui, alors... Est-ce que la France est comparable aux États-Unis? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème sur cette question en France? Non. Est-ce qu'on peut imaginer que dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans, parce qu'on a une fâcheuse tendance à suivre ce qui se fait aux États-Unis en décalé, il puisse arriver un problème? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui serait choquant? Non. Est-ce que ça nécessite un référendum? Non. Toute réforme constitutionnelle ne passe pas par référendum. C'est-à-dire que quand M. Bayrou parle de référendum en disant qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il l'envisage quelque part. Et qu'effectivement, créer un référendum là-dessus, c'est faire quelque chose de très clivant. Ensuite, moi je remarque juste que cette proposition, elle avait été portée sous la dernière mandature par des députés UDI. Elle avait été demandée par Sophie Auconie. Ça a été refusé par le gouvernement et par les députés de la REM. Moi je suis curieux de savoir ce que fera Madame Braun-Pivet, qui va être la prochaine présidente de l'Assemblée nationale, qui en tant que députée REM, refusait la proposition qui aujourd'hui est faite par la REM, parce que quand on n'a pas d'idée, quand on n'a pas de gouvernement, il faut faire de l'agitation, il faut jeter des trucs pour occuper le terrain. Oui, Madame Berger fait de la politique, elle occupe le terrain. Après, c'est une bonne chose, nous on le demandait déjà. Mais très honnêtement, on est sur un écran de fumée par rapport à la problématique immédiate de ce pays, qui est l'incapacité de la REM et du gouvernement à donner un gouvernement à ce pays, à donner une ligne à ce pays, à offrir une
majorité à ce pays. Oui, est-ce qu'on avait une ligne? Est-ce qu'on avait un gouvernement très agissant? Je reviens sur la Belgique. On a été absolument stupéfait de voir qu'ils n'étaient pas gouvernés pendant 1 an et demi. Ils n'arrivaient pas à trouver un gouvernement. Ça s'est pas mal passé. Hein. Oui. Non, mais là, on parle de la proposition faite par Aurore Berger. C'est pour faire semblant, ça n'arrivera jamais. Qu'est-ce que dit l'opinion sur le sujet? Est-ce que c'est... Je vais vous dire, j'allais en parler, je ne vais pas venir sur ce débat inscription de la Constitution ou pas. Moi, ce qui me frappe, c'est que la question de l'IVG ne fait plus débat dans l'opinion publique, quel que soit le sondage, la formulation, avec même la formulation la plus dure. On est passé de 48% de personnes favorables au moment de la loi Veil à 84%, c'était en 2014. Quand on pose la question sur le droit des femmes à disposer de leur corps, on est sur un 95%. Donc voilà, alors il n'y a pas, si je puis dire, mais je ne vais pas me mouiller exprès, parce que c'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire. Je sortirai de mon statut. Mais voilà, il n'y a pas, comment dire, autant il y avait des clivages et des tensions sur d'autres sujets. Sur le mariage pour tous, mariage pour tous, même si sur le mariage, une majorité, dès le début des discussions sur l'autobie a été favorable, très nette sur le droit au mariage. C'est sur l'adoption qu'il y avait un clivage un peu plus fort. Mais sur la question de l'IVG, ça fait très longtemps que, pour citer le grand Pierre Bourdieu, qui parfois critiquait à juste titre des sondages, qui abordait des thèmes sur des questions que les Français ne se posaient pas, voilà une thématique sur laquelle il n'y a pas d'enjeu. Maintenant, il peut y avoir des enjeux financiers, il peut y avoir des enjeux d'accès aux soins, parce que c'est une problématique majeure qu'on a vu dans nos enquêtes Sud Radio sur les soins en général et donc sur l'accès à l'IVG en particulier, mais sur le droit en tant que tel, il n'y a pas d'enjeu dans l'opinion publique. Michel Taube. Deux petites choses très, très, très rapides. D'abord, aux États-Unis, le gouverneur de Californie a appelé toutes les femmes américaines dans les États qui ont interdit l'avortement à venir avorter si elles en ont besoin, le juge nécessaire, en Californie, et la Californie les aiderait financièrement pour celles qui n'ont pas les moyens. Sauf que vous savez qu'il y a une interdiction de passer d'un État à l'autre dans ce type de circonstances. Tout à fait, mais c'est pour souligner que c'est un véritable, on va dire, combat politique qui se joue là-bas. Pour ce qui est de la France, moi j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit fort justement Jean-Philippe Dugouin-Clément en disant, à terme, ça peut poser un problème dans 10-15 ans. Et pourquoi, selon moi? Parce qu'il y a quand même, que ce soit aux États-Unis avec les évangélistes, que ce soit dans le monde arabe, que ce soit dans beaucoup de parties du monde, il y a une montée très très forte du religieux qui vise notamment à porter atteinte aux libertés et aux droits des femmes, qui sont actuellement les premières victimes de cette montée du religieux tous azimuts, qui n'est pas propre qu'au monde arabo-musulman, puisque celui-ci touche quand même fortement la France. On le voit donc là aux États-Unis. Et là, il y a quand même une grande inquiétude à avoir. Il faut rester vigilant, parce que pour les femmes, il y a véritablement remise en question de leurs droits. Et au-delà de l'avortement, c'est la liberté sexuelle, c'est l'autonomie du corps qui est en jeu. Et là, il y a vraiment des mouvements tectoniques très profonds qui se travaillent actuellement dans nos sociétés, et il faut rester extrêmement vigilant. C'est exactement ce que je voulais dire, Michel Taube. On ignore dans tout ça la question du religieux. Il y a un retour du religieux, y compris que ce soit d'ailleurs dans les piscines avec des burkinis, avec d'ailleurs des attitudes politiques stupides. Quand on a interdit le burkini, ce qui est bien dans cette piscine, on a permis le burkini, on a dit, et les femmes pourront venir seins nus en compensation. C'est d'une telle bêtise de mettre sur le même plan des femmes qui ont un burkini et d'autoriser le sein nu. C'est même un conflit moral qui est à lieu. C'est choquer peut-être des enfants. C'était choquer des enfants. C'était la pudeur qui était mise à mal. Tout ça est absurde. Et en plus, burkini permis, mais pas sur les plages. Donc, mais pour en revenir à ce que vous disiez, oui, la question du religieux, elle est fondamentale. Vous avez, dans la religion catholique, c'est absolument interdit d'avorter. C'est un péché mortel. Il y a des catholiques pratiquants qui ne sont pas particulièrement sectaires en France. Il y a toujours des manifs provis régulièrement. Non, mais même, et quand vous êtes une jeune femme catholique, vous n'avortez pas. Ce qui est bien, c'est d'avoir le droit, mais la conscience morale des femmes n'évolue pas forcément à la vitesse et puis il y a un autre aspect au-delà de l'inscrire dans la Constitution, c'est peut-être de faciliter. Non, mais de faciliter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, pour
pour pouvoir pour se faire avorter, c'est extrêmement compliqué. Faute de médecins qui le pratiquent, c'est un parcours du combattant pour les femmes. Il est du droit moral du médecin aussi de dire, il y en a qui disent je suis là pour donner la vie, pas pour la retirer. Oui, mais sauf qu'il y a très peu de médecins qui aujourd'hui, encore une fois, il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de gynécologues non obstétriciens. Quand c'est très tôt, ils acceptent beaucoup plus facilement. Par contre, de rallonger la durée même. Bon, ça c'est un autre débat. Non, c'est pas un autre débat parce que la question morale est prioritaire dans ça. Alors dans ce cas-là, mais il faut pas l'inscrire. Non. Il faut avoir le droit d'avorter quand on veut, où on veut, et donner les possibilités. Mais je crois pas que ce soit quelque chose qu'il faille avoir dans la Constitution. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.